Le moment que l'on attend tous dans cette émission, c'est le parcours incroyable d'un artiste. Aujourd'hui, on reçoit Tanguy Pastureau, chroniqueur, humoriste. Bonjour Tanguy. Bonjour Bruno, merci de m'accueillir. Et bon, alors donc, on est dans une émission immobilière. J'ai envie, pour commencer, de savoir comment tu vis ton immobilier au quotidien aujourd'hui. Moi, mon immobilier, il est relativement modeste. Moi, je vis en région parisienne, donc forcément tout est très cher. Donc je suis locataire pour l'instant en région parisienne, dans l'Ouest parisien. Alors je vis bien, hein, je suis content. C'est un petit quartier familial, la petite librairie, la petite boucherie. Je ne consomme pas parce que je suis végétarien, comme tous les bobos de Paris, quoi. Mais enfin voilà, on est bien. Et c'est un quartier mignon, pas loin du bois de Boulogne, donc chouette quand même. Moi, j'ai besoin d'avoir un peu de nature. Alors la nature, elle est maîtrisée à Paris, mais on a toujours 2-3 allées cavalières un peu pour faire trottiner le chien et tout. C'est chouette. Oui, tu viens. Si on parle un peu de l'origine de Tanguy Pastureau, tu viens de Bretagne. Exactement, ouais. J'ai grandi là-bas. Tu es breton, je suis né à Pessac, donc rien à voir, mais j'y ai passé 6 mois en fait, près de Bordeaux. Moi. Et puis après j'ai passé plus de 20 ans en Bretagne. C'est-à-dire que toute mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, en fait, c'est faite en Bretagne, ouais. Alors ta première maison, tu t'en rappelles? C'est ou ton premier appart? Alors le premier souvenir avec mes parents de bébé Pastureau. Alors j'ai un souvenir d'une maison alors à Talensac près de Rennes, mais vraiment un petit bled, et la maison était très isolée. Ouais. Et en fait, à un moment pour l'anecdote, mais vraiment très isolée. On peut pas faire plus isolé. Dans la campagne, autour d'un étang. Et je me souviens, mon premier souvenir, c'est un moment mon père qui entend des bruits la nuit de gravier autour de la maison, et forcément, je sais pas, il a peur, il commence à flipper, puis pas au point d'aller voir en fait qui fait ce bruit de gravier. Donc il reste dans la maison, il achète un fusil, mais un vieux fusil qui marche même pas pour dissuader des gens. Et puis un jour, quand même plein de courage, il ouvre la porte pour voir qui sont les types qui traînent, etc. Et en fait, c'était une vache, quoi. Ah oui, une vache, voilà, qui traînait comme ça, elle s'était échappée du champ, et toutes les nuits. Pour moi, c'était marquant parce que on avait peur, quoi. On avait peur. Mes parents avaient peur, nous on avait peur en tant qu'enfants. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui rôdent? Et la vache, tout de suite, ça nous a bien relaxés, hein. Parce qu'une vache, a priori, c'est pas, c'est plutôt inoffensif. C'est plutôt sympa. Donc voilà, mon premier souvenir de terreur et à la fois de maison, c'est celui-là, quoi. Alors, il y a beaucoup de déménagements quand tu es enfant. Beaucoup. Je déménageais tous les 2 ans en moyenne, puisque mon père travaillait à la Poste, et au gré de ses affectations dans différents bureaux, des établissements qui aujourd'hui ont tous fermé, hein, parce que les bureaux de poste en zone rurale n'existent plus. Et on changeait, pour qu'il avance un peu au niveau professionnel. Et ce qui est amusant, c'est qu'on avait le logement de fonction, donc qui généralement était au-dessus du bureau de poste. Donc il y avait des très beaux logements parfois, et il y avait des logements mais où tout était à refaire. Vraiment, on arrivait, c'était un taudis, quoi. C'était pas le postier de Saint-Tropez ou de non, Lorient, pas du tout. En Bretagne, alors il y avait des beaux logements, mais il y avait aussi vraiment des trucs qui étaient totalement décrépits en fonction de qui était allé avant, combien de temps la personne était restée, et puis des trucs humides. Vraiment vieillot, quoi. Alors, puisqu'on est dans l'enfance, les études, etc., à quel moment te vient l'envie de faire de la scène, d'être chroniqueur, éditorialiste? Est-ce que tu te rappelles de ce moment, de ce déclic, ou est-ce que c'est des opportunités qui se sont présentées? Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que moi, j'en rêvais. Moi, j'étais jeune dans les années 90, donc j'écoutais beaucoup à la radio les libres antennes de Doc Eddie Fool. Je me souviens de Tabata Cash qui faisait une émission hip-hop aussi à l'époque, la première quasiment. C'était une star du X, en fait, qui parlait de sexe aux jeunes. Alors, elle en parlait de manière très crue, et je pense que ses conseils n'étaient absolument pas à suivre par qui que ce soit. Hein. Non, parce qu'il fallait être particulièrement endurant, donc à 17 ans. Mais bon, bref. Et toutes ces émissions, Super Nana, Maurice sur Skyrock, et j'aimais cet univers, en fait, de gens qui prenaient l'antenne et qui parlaient pendant des heures et des heures avec les gens. Incroyable. Une liberté, vraiment. Et ça me fascinait. À l'époque, c'était le réseau social de l'époque. C'est-à-dire, pour entendre les problématiques des autres jeunes, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas ni Instagram, ni quoi que ce soit, Snapchat. On n'avait rien. On n'avait que la radio. Et la radio nous permettait de nous dire, moi qui étais en Bretagne par exemple, de me dire qu'à Montbéliard, il y avait des jeunes qui vivaient le même truc en fait, et qui avaient les mêmes problématiques. Et c'était un peu magique ça. Et là, je me suis toujours dit, j'ai envie de faire de la radio, j'ai envie de faire ça. Et à un moment, j'ai eu l'occasion dans des radios associatives au départ. Et puis après, en Bretagne ou non, c'est en Normandie. En Normandie, je suis monté un moment. De fil en aiguille. De fil en aiguille. J'ai commencé à connaître des professionnels de Radio France qui venaient faire des ateliers d'écriture aux jeunes dans ces radios-là. On s'est bien entendu. Et puis un jour, vous avez quelqu'un qui vous appelle pour dire il y a un remplacement à
faire à France Bleu à Paris. Ah, quoi, à Paris? Et je vais être payé. Ouais. Oui, vous allez être payé. Ah oui, Je me dis, c'est incroyable. Moi, je vais être payé pour faire ce que je fais bénévolement depuis 10 ans, en fait. Ouais. Et j'avais l'impression d'être un escroc, quoi, de prendre de l'argent pour m'amuser. Mais ça me paraissait honteux, en fait. Alors, dès le début, c'était de l'animation radio ou c'était déjà Non, la plume acerbe? Alors, mon premier job payé, j'étais dans les rues de Paris, et je devais interviewer toutes les heures quelqu'un de Paris pour dire comment vous vivez, nanana. Donc, les gens, la plupart à Paris, ne voulaient pas me parler, hein, parce que les gens sont dans leur vie, etc. Donc, j'ai eu un nombre incalculable de gens qui m'ont envoyé paître à ce moment-là. Mais parfois, on avait des petits moments magiques. J'allais voir des artisans, des commerçants. Je discutais pendant 3 minutes avec eux. Et très vite, j'ai commencé à me marrer avec eux parce que le 20e boucher que vous voyez, vous n'avez pas envie de parler de boudin, vous avez envie de commencer à déconner, quoi. Quoique, voilà. Oui, exactement. Exactement. On s'en souvient. Voilà. Ouais. Et là, il y a des gens à l'antenne, des patrons qui ont commencé à m'entendre et se dire, c'est pas du tout un journaliste, hein, pas du tout. Il faut arrêter ça d'urgence. Mais par contre, il est capable un petit peu de faire rire. Donc, on va essayer des trucs en studio. Et c'est là que je suis arrivé pour écrire des premiers sketchs et des premières chroniques, quoi. Alors, le premier spectacle, il va avec le premier appartement. Est-ce que le premier appartement tout seul, tu t'en rappelles? Ah bah oui, j'étais étudiant en fait. Donc moi j'ai commencé très tard la scène, hein. J'ai commencé à 45 ans. Donc mon premier appart c'était 25 ans plus tôt. J'avais 18, c'était à Saint-Brieuc en Bretagne. Et j'ai fait un BTS tourisme parce que je savais absolument pas quoi faire de ma vie. Donc je me suis dit tourisme, je vais voyager, ça va être formidable. La réalité était tout autre. À l'époque, on était en agence de voyage, on vendait des billets d'avion à des gens qui eux voyageaient. Donc c'était pas du tout le bon plan en fait. Ouais. Mais j'ai pris ce truc-là en me disant je sais pas quoi faire de ma vie, quoi. Et j'ai eu mon premier appart parce que mes parents habitaient à 100 km de là. Et alors premier appart à Saint-Brieuc qui est une toute petite ville, hein, en fait. Aujourd'hui je vois ça, mais moi j'habitais que dans des petits bleds. Donc Saint-Brieuc, ça me paraissait être Hollywood, quoi. Ouais. Hollywood, il y avait des Bretagne bars. Nord, c'est à Côte de Granit Rose. Voilà. Une ville un peu rude, en fait, d'aspect comme ça. On se dit pas, on va s'éclater à Saint-Brieuc. J'ai jamais entendu cette phrase, d'ailleurs. Les gens se disent, je vais mourir, aller décéder à Saint-Brieuc, en général. Mais moi, ça me paraissait phénoménal d'être dans une ville de 60 000 habitants. Je découvrais la vie, je voyais qu'il y avait des établissements ouverts le soir, on pouvait aller au cinéma. C'était tout bête, mais je pouvais tout faire à pied. C'était le début de ma vie de rêve, ouais. J'avais tellement envie d'être en ville, en fait, et de quitter la campagne que Saint-Brieuc, pour moi, c'était vraiment, vraiment Hollywood. Alors moi, je suis fasciné par l'écriture. On va parler un petit peu aujourd'hui. Bon, c'est un spectacle qui cartonne, hein. On donne les dates, d'ailleurs, j'ai noté. Il y a Lille le 16 mars, Toulouse le 27, Pau le 11 avril, Biarritz, Clermont-Ferrand en avril également, Chartres, une tournée qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrêtera jamais, en fait. Oui, c'est ça. Oui, là, c'est jusqu'à ce que mort s'en suive, en fait. Ça va finir à la Molière, ça va être horrible. Non, les tournées durent assez longtemps aujourd'hui, parce qu'en fait, vous avez un réseau de salles en France qui est énorme. Il y a toujours quelqu'un à aller voir. Et voilà, mais c'est chouette, moi j'aime bien. Un monde hostile pour un cœur tendre. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce titre? En fait, j'ai pris... il vient de l'hostilité du monde qui est générale. On est tous un peu angoissés aujourd'hui. Le changement climatique, les guerres partout, les agressions au quotidien dans la rue, parce que j'en parle aussi. Moi, j'ai pas de tabou sur scène, donc les coups de couteau, tout ça, moi, j'en parle. Je trouve que c'est bien d'en parler, parce que comme ça, on laisse pas à certains partis le soin de le faire. Poche, du lundi au vendredi sur France Inter. Les chroniques qui sont hilarantes. Moi, c'est gentil. Voilà, il y a vraiment une patte. Et en fait, tout est parti j'ai fait une chronique sur le 7 octobre en pensant aux victimes, quoi, et je me rendais pas compte que j'allais soulever un truc incroyable, mais j'ai reçu des centaines de messages de haine et de mort à ce moment-là. Je me disais juste parce que j'ai dit que, en gros, c'était... Sur les réseaux sociaux, tu veux dire c'était des juifs, donc il fallait pas le dire, quoi. En gros, ils avaient ce qu'ils méritaient, quoi, pour les gens qui m'écrivaient, en tout cas. Attention, hein, c'est pas... Et voilà, donc j'y suis allé un peu sur la France Insoumise à ce moment-là aussi. Est-ce que tu as senti une modification dans ce qu'on pouvait dire en tant qu'humoriste, en tant que chroniqueur? Non, moi je dis tout, mais c'est vrai qu'on peut s'attirer des inimitiés, forcément, parce que les réseaux sociaux sont là, et moi ça me va, parce qu'en plus je me dis, sincèrement, je me dis toujours que les gens qui m'écrivent, eux, ils n'ont pas de micro, quoi, pour dire ce qu'ils ont à dire. Donc dans un sens, je comprends qu'il y ait cette rage aussi, des gens qui peuvent s'exprimer que sur les réseaux sociaux, et par rapport à moi, je peux dire ce que je veux à l'antenne, quoi. Et je comprends qu'il y ait cette frustration, en fait. Donc les messages, je les accepte. Mais à un moment, vous avez ce qu'on appelle des raids numériques, vous avez d'un coup 400 messages de gens qui vous disent on va te retrouver en bas de chez toi, on va te décapiter. Donc ça fait un peu beaucoup. Et je suis parti de ce truc-là en me disant waouh, c'est pas facile à vivre ces choses-là. C'est du harcèlement numérique. Tout le monde vit ça à un moment ou à un autre. Je suis pas le seul. Il y en a plein aujourd'hui.
Mais ça m'a rappelé le harcèlement tout court que j'ai vécu au collège. Et j'ai eu envie de parler de tous ces trucs-là, de parler un peu de mon enfance, de mon adolescence. Et c'est un peu universel. Et moi, il y avait un type qui m'embêtait au collège qui s'appelait Patrice. Je cite son nom. Il n'est plus là aujourd'hui. Il est décédé. Et, t'as fait une enquête? Ouais. Bah, je l'ai su, en fait, par des gens du village, etc. C'est le village où tout le monde se connaît, en fait, quoi. Et en fait, souvent à la sortie du spectacle, des gens me disent mon Patrice à moi, il s'appelait Olivier, ou mon Patrice à moi, c'était 3 filles qui m'ont pourri la vie pendant 4 ans, souvent au collège, mais après dans le cadre de l'entreprise aussi. Et tous ces trucs-là, en fait, ça fait remonter des choses un peu universelles. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler. Alors évidemment, il y a plein de vannes, il y a plein de. Ah bah oui, le spectacle cartonne. Non mais j'enrobe tout ça. Voilà. Il cartonne. Ouais. Les dates sont quasiment. Il faut se dépêcher parce que sur avril et mai, ça commence à être un peu compliqué. Ouais. C'est un spectacle qui est à la fois, je dirais, très profond et avec une plume acerbe où effectivement tu déchiquettes ce qui ne plaît pas. Hein. J'avais pas envie de raconter. J'avais aussi envie de raconter des choses un peu profondes qui viennent de moi. J'avais pas envie de faire une chronique d'1h30 en fait. C'est ça. Parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc les chroniques, je les fais en radio, les gens les écoutent s'ils veulent. Et puis après, je trouve qu'en spectacle, il faut raconter autre chose. Et il faut même se livrer un peu. Et il faut partager vraiment quelque chose avec le public. C'est très différent en fait. Ça fait un petit moment que tu tournes. C'est quoi ton plus beau souvenir sur cette tournée? La plus belle ville la plus belle ville, je ne vais pas le dire parce que les autres personnes vont être... Non, mais le meilleur public, disons. Alors, la plus belle ville, moi, j'aime bien Aix-en-Provence parce qu'à chaque fois, quand j'ai une date là-bas, j'y vais 4 jours parce que c'est ma ville de cœur. Je me sens bien là-bas, je trouve ça chouette. Après, le public du Nord est super, le public du Nord de la France. Et puis moi, j'ai un souvenir à Sausheim, près de Mulhouse. C'était le jour de mon anniversaire. Ils avaient tous prévu un truc, une espèce de pancarte pour me souhaiter mon anniversaire. Ah, c'est excellent. On leur avait tous à tout le public distribué ça à l'accueil. Moi, j'étais absolument pas au courant. Puis à un moment, j'entends des centaines d'élastiques parce que leur poster était, il y avait un élastique autour. Donc des centaines d'élastiques qui se défont. Je me dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc je me dis que ça faisait un peu le bruit des préservatifs en fait qu'on ouvre. Et je me dis mais ça va tourner à l'orgie quoi. S'il y a 700 personnes qui font j'avais peur pour mon intégrité physique. Je me disais c'est une tournante énorme qui va partir. Et en fait rien du tout. C'était juste ils ont tous brandi un poster avec marqué bon anniversaire. Et c'est vrai que c'est des moments un peu uniques, quoi. Ils ont chanté en alsacien, un truc que je comprenais absolument pas. Et j'ai demandé à la personne qui faisait le truc comme ça, qui avait fait la surprise, comment est-ce qu'on dit merci. Et puis il me dit, en fait c'est l'allemand, donc je pensais que c'était l'alsacien, c'était l'allemand. Il faut dire danke, donc j'ai dit danke. Et puis c'est ça. Et j'étais super content et moi aussi, c'est toujours émouvant en fait, une surprise pareille. On parle depuis quelques minutes maintenant qu'on regarde à quoi ça ressemble le spectacle de Tanguy, parce que non, mais c'est quand même important. On regarde. Allez. Alors, Chikatilo a fait 52 victimes. C'est comme si l'ensemble du Parti Socialiste, était décimé, quoi. Et alors là encore, attendez, enfance un tout petit peu perturbée, parce que Chikatilo, quand il était enfant, figurez-vous que son frère Stéphane a été dévoré par des voisins cannibales. Quelle probabilité y avait-il à ça? Alors, avantage du voisin cannibale, si lors de la fête des voisins, vous avez oublié d'apporter une tourte, il vous dit c'est pas grave, l'important c'est que tu sois venu. Oui, alors on le sent, effectivement, tu te lâches sur scène, clairement. La scène, c'est l'endroit pour ça, vraiment. Parce qu'en radio, vous savez, il y a toujours quelqu'un qui va arriver par hasard sur la chronique qui ne vous connaît pas et qui peut se dire, oula, mais ça part dans tous les sens, qu'est-ce que raconte la personne, en fait? Et sur scène, a priori, on a des gens qui vous connaissent et qui vous aiment bien déjà, quoi. Moi, j'ai tendance à dire que ce sont plutôt des potes, quoi, qui viennent vous voir. Ça. Donc, on peut tout se permettre. Parfois, il y a des vannes un peu hard, mais en fait, oui, au pire, il y a une fausse désapprobation. C'est que les gens vont dire oh là 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 là. Mais ils me connaissent, donc ils savent que là-dedans, il n'y a pas du vrai. En fait, il y a un truc. On cherche à se marrer, mais en fait, on est complices les uns des autres sur scène. Et il n'y a rien qui sort de la salle, en général, sauf si quelqu'un vous filme et tout, mais même. Ce qui te caractérise, c'est quand même des chutes un peu trash, un débit de parole. Alors, il faut que je calme. C'est génial. Ouais, je fais attention quand même, parce que les gens me le disent souvent après le spectacle, ils me disent, vous savez, les chroniques, on a besoin de les réécouter 3 fois pour tout comprendre, c'est peut-être un peu trop. Alors ça fait plus de vues sur YouTube, et moi ça me rapporte des droits d'auteur, donc c'est peut-être pour ça que je fais ça en fait. Je suis juste vénal en fait, je pense qu'au fric. Mais non, sur scène, je prends plus le temps, parce que forcément, il faut jouer avec la salle, il faut laisser le temps aux gens de rire, et c'est pas du tout la même chose qu'en studio, où vous avez en gros 6 personnes autour de vous, qui parfois se marrent pas parce qu'elles sont en train de relire
elles-mêmes leurs papiers, etc. Ça, Il y a personne. Cool. Bah ouais, mais il y a personne qui est vraiment dedans. C'est logique dans un sens. Et voilà, donc la scène, forcément, on prend plus son temps, on est posé, on raconte des choses, quoi. Ouais. Bon. Alors, en préparant cette émission, j'ai écouté plusieurs de tes chroniques sur France Inter, etc. Et il y en a une qui m'a fait hurler de rire, c'est sur les Kretz. Alors, il faut expliquer, c'est l'agence de TMC. Oui, c'est l'agence de TMC, c'est le programme concurrent, mais disons que, alors là, tu n'y vas pas de main morte. Hein. Ah bah, moi, ça m'amuse, en fait. Je suis fan de ce programme. Et j'aime bien l'immobilier de luxe, ça fascine. On est tous en train de se projeter et de se dire, mais si j'avais 20 millions, voilà ce que je pourrais acheter. C'est incroyable, en fait, comme vie. Et on a des profils de gens qui arrivent et qui disent, ouais, bon, j'ai un petit budget. Alors, le type Valentin ou Martin Kretz leur dit combien? Ouais, j'ai que 4 millions, 4 millions 5, donc je vais pas pouvoir faire grand-chose. Je dis, on va trouver, on va se débrouiller. Et je veux dire, c'est tellement hors sol par rapport à la vie des gens que moi, ça m'amuse. Mais ça m'amuse parce qu'on regarde tout ça. On pourrait aller jusqu'à 6 s'il y a un coup de cœur. Ouais, voilà, s'il y a un coup de cœur. S'il y a un coup de cœur. Allez, on monte à 6. On monte à 6, mais vraiment en cas de coup de cœur. Si la piscine est une piscine olympique, on craque. Voilà, je vous le dis, on craque. Mais on se dit, mais c'est incroyable, en fait, la vie de ces gens. Et c'est toujours, ça paraît tellement décalé, hors sol, et à la fois, c'est leur vie à eux. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Moi, ça me fascine un peu. Je trouve ça. Puis je trouve le programme amusant, quoi. Tout simplement, cette famille qui tape sur le gong à chaque fois qu'ils font une vente. Enfin, il y a un côté. Puis il y a un côté mignon aussi, le fait de travailler en famille, d'avoir la grand-mère qui veille sur tout. Il y a un côté, je pense que ça nous rappelle à tous que parfois on est éloigné de nos parents et qu'il y a des gens qui sont moins éloignés de leurs parents et qui travaillent même avec eux. Je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. Alors, pour terminer cette interview, c'est quoi ton rapport à l'immobilier? Est-ce que tu es plutôt, je dirais, bohème, ou au contraire, un peu fourmi et essayer d'investir? Est-ce que tu as un rapport à l'immobilier Moi, j'aimerais investir si j'avais un petit peu plus. Là, pour l'instant, c'est toujours un peu compliqué, en fait. Alors, j'ai plus que certains et moins que d'autres, mais en fait, je suis dans une région où tout est cher. Hein. La région parisienne, c'est assez compliqué quand on veut se loger. Après, moi, j'ai gardé de ces déménagements de mon enfance l'envie de bouger. C'est vrai que enfin, en famille, parce que mon épouse est pareil, et mon fils adore déménager aussi. Et il a hérité de ça de nous. Donc, franchement, tous les 2-3 ans, on change d'appart quasiment. Ah oui, c'est ça. Ouais, on a même c'est la liberté de la location. Hein. Même si c'est la rue à côté, voilà. Et on a envie de. Mais même, à un moment, on a acheté, et franchement, ça nous plaisait pas. On a revendu un an après. Donc, les frais de notaire, bah tant pis. Hein, on s'est assis dessus, mais en tout cas, ouais, on aime bien bouger, on aime bien bouger, réaménager un lieu, parce qu'il y a toujours mieux en fait. Il y a toujours un extérieur qui va être plus chouette que celui qu'on avait. Et ouais, un déménagement en fait, c'est pas grand-chose, quoi. Et bon, on le rappelle, hein, donc des dates incroyables à Lille, Toulouse pour le mois de mars, à Pau, à Biarritz, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Chartres pour le mois d'avril, Angers. On se rapproche de la Bretagne, là. Oui, absolument. Là, tu reviens de Bretagne, d'ailleurs. Tu as eu quelques dates en Bretagne. Oui, j'en ai eu. Et à chaque fois, ce sont des dates particulières, parce que les gens savent que je viens de là. Et je suis un peu l'enfant du pays, dans un sens. Donc, je sais sur quoi les chambrer, par exemple. C'est tout bête. Dans des régions que je connais moins, je suis obligé de demander aux gens de la salle un peu comment sont les gens, ce qu'ils pensent. Est-ce qu'il y a une ville concurrente, par exemple? Ouais, bah, bien sûr, parce que si vous êtes, je sais pas, à Mulhouse, il faut savoir que sans doute, il y a une ville concurrente à côté. C'est toujours marrant en fait de les chambrer entre villes, quoi. Et donc il faut connaître un peu ce que les gens mangent, ce qu'ils aiment. Pourquoi dans certaines villes on joue à 20h, c'est parce que les gens ont l'habitude de se coucher un peu plus tôt que dans d'autres villes, par exemple du sud, où on va facilement jouer à 21h15. Parce que surtout en mai, où les gens vont prendre l'apéro avant, vont dîner après, ils sont pas pressés de se coucher. Mais quand vous jouez dans l'est, c'est 20h par exemple. Il faut comprendre tout ça en fait, comment fonctionne. Dans l'est, ils ont les horaires pour manger. Attention, c'est plutôt. Ah, c'est plutôt, tout est plutôt. Et donc, c'est marrant de comprendre ça, en fait, parce qu'on adapte aussi le spectacle en fonction, bien sûr, du public. On ne dit pas les mêmes choses en Bretagne qu'en Alsace ou dans le Sud, bien sûr. Bon, Tanguy, moi, ce que j'aimerais pour terminer, c'est qu'on regarde un petit peu l'avenir. Et c'est quoi le rêve de Tanguy Pastureau? Alors là, quand même, une vie extrêmement remplie, les spectacles, les chroniques, de la télé, de la radio, de l'écriture. Est-ce que tu as encore des rêves? Oui. Moi, ma vie de rêve, j'ai sorti un roman l'année dernière, ce serait de plus travailler comme ça n'importe où, en fait. J'avais discuté une fois avec Michel Bussy, qui est un auteur à succès et tout, puis je lui ai dit, mais où est-ce que vous habitez? Il me dit, j'habite où je veux, là j'habite Rouen, mais je suis parti à New York 3 mois pour écrire mon livre. Et je me disais, mais
quelle vie Incroyable. de rêve. Ouais. C'est-à-dire que le type s'installe juste à New York pour écrire, en fait, quoi. Ah oui, Ce qui vend tellement, en fait, qu'il peut le faire. Ouais, voilà, c'est moi, c'est pas du tout le cas pour moi, mais je me disais, c'est chouette, en fait, de pouvoir travailler où on veut pendant 3 mois, de se mettre à un endroit. Et ça, c'est le truc un peu des écrivains, des gens qui écrivent des pièces aussi. Je pense à Les Florian digital Zeller qui nomades, habite à on New en parle dans l'émission. Ouais, de ça temps en j'adore. temps. Ouais, Mais j'adore. Alors maintenant j'ai un fils qui est à l'école, donc c'est pas totalement réalisable ça. Mais dans l'absolu, moi j'aimerais quitter Paris ou être entre une autre ville proche et Paris. Voilà. D'accord. Moi, Après avoir eu envie d'être dans les grandes villes, maintenant tu aurais Exactement. envie de... Mais parce que je vieillis, on a plus envie de campagne, et moi c'est la campagne provençale qui me tente. Hein. J'aime être au milieu des lavandes. Voilà, sentir la chaleur. J'aime la chaleur, j'aime le climat méditerranéen. Et je trouve qu'Aix, c'est une sorte de Paris, Ah, mais Aix, au c'est soleil. ça. Donc, C'est ça. ouais, puis 3 heures de TGV. Donc, si je peux faire vraiment ma vie entre Aix et Paris, bientôt, ça me plairait. Ouais. Tanguy, ça a été un énorme plaisir de te merci. recevoir dans cette émission Proprio à Merci. tout prix. Vous pouvez le retrouver sur scène au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, jusqu'en 2026, je crois qu'il y a des dates de prévues. Début 2027 même, je Bon, pense. alors voilà. Et donc on passe un très bon moment. Écoutez-le sur France Inter, chronique du lundi au vendredi. Ouais. Bon, c'est 5 minutes de bonheur à chaque Ah fois. bah merci. Bon, et puis on se retrouve très bientôt. Volontiers, à bientôt. Ciao. Merci.